Bonjour à vous tous. Mon nom est Micheline Villeneuve, membre du Cercle d'infirmières du Québec de la Fédération 15 en Outaouais. Aujourd'hui, je vous présente la technique à l'étude 2022 qui est la broderie brésilienne. C'est une broderie à relief qui utilise un tissu tissé très serré, du fil de rayon ainsi que des aiguilles de grosseur variée. Une petite mise en garde sur YouTube quand vous allez visionner cette technique-là qui est la broderie brésilienne, parce qu'il y a beaucoup, mais beaucoup de vidéos. On y voit la technique qui est très bonne, mais pas nécessairement les bons matériaux, car les points de broderie peuvent être utilisés dans différentes broderies. Il est donc important d'utiliser les bons matériaux pour cette technique. À l'aide de 2 compagnes fermières, j'ai réalisé un document de 10 pages dont vous y trouverez, qui est celui-ci, dont vous y trouverez un peu d'histoire, puis comme il porte bien son nom, brésilienne vient du Brésil. Vous y trouverez aussi des différentes caractéristiques telles que le tissu, les fils, le nœud, qui se trouve être des techniques. Il y a un peu des fils ici, comment on va traiter le fil. Il y a une petite note par rapport au fil. Ensuite de ça, les aiguilles, l'entretien, le transfert des modèles et mon petit commentaire personnel. Ensuite de ça, vous trouverez, rendu à la 6e page, vous trouverez des points de pratique. Il y a 7 points de pratique qui vont servir justement pour le modèle de pratique en arrière. Vous en voyez quelques-uns ici, ici. Vous avez les références des livres, vous avez les références de vidéos et j'ai ajouté des boutiques où vous pouvez trouver votre matériel, dont 2 au Canada et 2 aux États-Unis. Malheureusement ou heureusement, dépendamment de qui parle anglais ou pas, tout est en anglais. Si vous trouvez quelque chose en français, laissez-moi savoir, j'aimerais bien ça le savoir. Cette feuille ici, à la page 8, vous retrouvez le modèle pratique, c'est-à-dire qui va vous aider lors de vos formations à donner avoir un aperçu de comment vous pouvez procéder. Cette première page, c'est le modèle pratique en tant que tel. Si on voit bien ici, la réalité, c'est celle-ci. On voit bien les points que j'ai effectués et le processus, comment les faire. Vous avez les explications dans le haut, comment procéder pour faire vos points, c'est-à-dire de 1 à 7. Vous avez les points que j'ai utilisés. Ici, vous avez les fils que j'ai utilisés. Puis, vous avez un petit modèle final qui se trouve être celui-ci, qui se trouve être tout expliqué avec les références ici, comment procéder, puis mon nom comme de raison. Fait que vous retrouvez les étapes à procéder. On parle d'une broderie à relief. Automatiquement, on voit que la première étape, c'est celle des feuilles et des tiges. La deuxième étape va être celle des fleurs. Et la troisième étape, on finit avec les points de couchure, les points de nœud, les points de pistil. Les feuilles pratiques, vous avez 2 choix. Vous avez celle-ci qui comporte 3 lignes, très peu de lignes en tant que telles, toujours le même modèle. Et vous avez celle-ci qui comporte plus de lignes. Ce sera à vous de décider qu'est-ce que vous voulez faire lors de la remise de vos feuilles de pratique. Celle remise lors de la formation en juin est celle-ci. Pour continuer dans l'ordre des tissus, c'est le tissu qu'on utilise, c'est du Trigger ou Blazer Poplin, qui est 65% polyester, 35% coton. Règle générale, la plupart des boutiques vont avoir du noir, du blanc et du crème. Mais on peut voir ça dans le rouge, dans le marine aussi. On parle d'un rouge vin. C'est à chercher. Il y en a qui utilisent aussi du jeans puis de la gabardine parce que c'est un tissu tissé serré. Ici, c'est les différentes aiguilles. Oh là là, il y en a beaucoup des aiguilles. Oui, effectivement, il y en a beaucoup. Mais les aiguilles de base que vous allez retrouver, qu'on utilise vraiment beaucoup, c'est la 3, la 5 et la 7 dans le Milliners. C'est des
Et ensuite de ça, ce que moi j'utilise aussi, c'est la Danners numéro 3. Pourquoi? Parce que le chat est un peu plus grand et l'aiguille est plus grosse. Et il y a la très longue quand on fait des points de poste très longs, qui est pratique. Les autres, plus ou moins, pour différentes raisons, mais ils sont tous pratiques pour cette broderie-là, c'est pas à dénier. Ensuite de ça, on a les fils. Excusez. On a les fils. Comme vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, c'est 7 sortes de fils, qui est Glory, Iris, Froslow, Lossy, Nova et Bouclé. Le Glory, c'est un fil très délicat, très petit. Le Iris, il est une petite affaire plus gros. Ensuite, le Frost, il est très aimé pour donner un petit peu plus de reluisant. Le Lola, qui est moyennement gros. Le Ciré, il donne l'impression d'un petit peu de fil de soie. Le Nova, c'est un gros fil. Et le Bouclé, qui était fait avec un brin droit et un brin bouclé. Bien entendu, c'est pas un brin qu'on traverse souvent à travers du... C'est pas un fil qu'on traverse beaucoup à travers du tissu à cause du bouclé. C'est pour ça qu'on utilise une aiguille plus grosse pour que le fil passe mieux. Qu'est-ce que vous retrouvez dans les fils? Bien, vous retrouvez les fils de couleur régulière, c'est-à-dire unis. Ensuite de ça, vous allez trouver des fils qui vont y avoir un dégradé de la même couleur, c'est-à-dire un foncé avec un plus pâle, et vous allez avoir un fil qui est vraiment varié dans les couleurs, plusieurs couleurs dans le même fil. Normalement, c'est des fils d'environ, quand on coupe bien le fil, c'est des fils d'environ 1 mètre de long. Ici, on voit ici là, les différentes couleurs. Il y a beaucoup, mais beaucoup de couleurs, que ce soit dans les couleurs de variées ou des couleurs unies, ou encore là, les couleurs solides qui sont en tant que telles, les couleurs variées, je me répète, et les couleurs qui sont dégradées en deux étapes. Pour qu'est-ce qui est du fil, comment couper le fil, que je vous donne un peu l'explication juste pour vous montrer, c'est que le fil se présente comme ça, il est torsadé et il est noué d'un des côtés. Dans ce cas ici, il est noué ici dans le fil blanc. C'est cette partie avec vos ciseaux que vous allez tout simplement couper le paquet au complet pour avoir tous vos mètres de fil. C'est-à-dire, c'est un fil, ça c'est du Lola, il y a 19 mètres, vous allez avoir 19 brins de fil de 1 mètre que vous allez pouvoir utiliser. Ensuite de ça, si je passe, les kits en tant que tels. Il y a les gros kits, comme celui-ci ici, et il y a des kits un peu plus petits. Comme celui-ci, là, je vais le mettre de côté, je vais y revenir. Comme celui-ci, là, j'ai plus dans l'enveloppe parce que j'ai créé la pièce, qui sont, normalement, vous avez un petit dessin, vous avez toutes les explications avec les points, comment est-ce qu'ils se font. Moi, j'ai fait agrandir le dessin pour ma convenance, pour donner ce genre de résultat-là. C'est ça la broderie brésilienne, c'est une broderie à relief, comme je vous ai mentionné tantôt. Ce qui est important dans les kits, c'est de se souvenir que quand on achète un kit, parce que le petit kit, il coûte environ 10 à 12 $, ça dépend où est-ce qu'on l'achète. Dans les plus gros, bien, ça peut varier jusqu'à 40 $, 35 $, 40 $. Qu'est-ce qui est important dans les kits, c'est de s'assurer que dans votre kit, vous ayez de fournir vos aiguilles que vous allez avoir besoin pour réaliser la pièce. Vous avez tous vos fils nécessaires pour cette pièce-là. Ils sont tous ici au complet. C'est tous les fils nécessaires pour réaliser la pièce, encore une fois. Vous avez les instructions, comment procéder avec les explications des points et ainsi de suite. Vous avez votre tissu qui est brodé. Pas brodé, mais pas brodé certain, c'est nous autres qui va le faire. Étampé, je devrais dire, qui est déjà tout pré-étampé. Et vous êtes prête à broder après l'avoir mis sur un cerceau ou un métier comme ça, c'est comme vous voulez. Fait que celui-là, c'est un très gros kit avec 9 variations de fleurs dessus. Ou vous avez le choix aussi, si vous voulez le faire vous-même, tel que j'ai fait ici, je suis allée chercher
sur le site justement des BDEIG. C'est une organisation de broderie brésilienne, en anglais, c'est sûr. Celui-ci, c'est un modèle de Rosalie Wakefield. Je suis allée chercher son modèle, elle donne les explications. Le petit modèle ici, j'ai transféré sur mon tissu et je l'ai brodé tout simplement. C'est ce qui concerne les étapes de tout ça. Ensuite de ça, pour qu'est-ce qui est de la broderie en tant que telle, on peut, quand on fait le transfert de tout ça, là, comme celui-ci ici que j'ai transféré, vous pouvez utiliser une plaque lumineuse, ça va bien, vous mettez votre dessin en dessous, vous mettez votre tissu par-dessus et vous utilisez un crayon soit à l'eau, à la chaleur ou au plomb. Ma préférence va toujours aller à l'eau puisque c'est une broderie qui se lave. Et oui, mesdames, ça se lave. Et ça se lave tellement bien que vous pourriez faire votre broderie sur je vais prendre un exemple parmi tant d'autres, sur une veste de jean. Et vous allez vous broder des petites fleurs sur le collet ou dans l'arrière du dos ou quelque chose comme ça. Et vous allez pouvoir mettre cette broderie-là, cette veste-là, dans la laveuse et dans la sécheuse. Pourquoi? Parce que le fil, c'est du rayon. Et le tissu, il y a beaucoup de polyester dedans. Et ça ne s'abîme pas, mais pas du tout. C'est le but de ces fils-là, c'est que ça ne s'abîme pas et ça se lave, laveuse-sécheuse. C'est sûr que la petite pièce que j'ai réalisée ici, je ne l'ai pas mis dans la laveuse, dans la sécheuse, on s'entend. Je l'ai lavé à la main avec un savon très doux. J'ai laissé tremper, faire disparaître mes marques de crayon. Ensuite de ça, j'ai rincé. Ensuite, j'ai étendu sur une plaque où on épingle tout en l'étirant. Il a séché naturellement et je n'ai jamais repassé cette pièce. Vous pouvez la repasser comme de raison à l'envers, pas sur l'endroit, jamais. Mais prenez garde, c'est un tissu de polyester, c'est du fil de rayon. Vous pouvez beaucoup abîmer vos pièces si vous mettez votre fer trop chaud. Ceci dit, pour finir cette présentation-là verbale, parce qu'après ça, on va passer au point. Comme vous voyez, je suis déjà installée pour ça. Pour finir, avant de broder, les responsables régionaux du Comité des arts textiles ont reçu en juin 2022 la formation ainsi que l'information pour cette technique à l'aide d'un document, d'un PowerPoint et d'un ensemble de pratiques. Ce qui fait qu'en sorte que si vous avez besoin de plus d'informations, référez-vous à votre responsable régional de votre Comité des arts textiles. Je vais tourner mon petit document, je m'excuse, parce que tout ça, savoir par cœur, c'est quelque chose. Fait que, on est prêt à broder. Je vais commencer à faire mes petits points de broderie. Je vais retirer quelques feuilles pour m'aider. Faire un petit peu d'espace, désolé. On installe son tissu, comme vous pouvez voir. J'ai déjà imprimé mes choses. J'ai déjà fait le travail que je devais faire sur mes tissus avec mon crayon à l'eau. Comme je dis, ma préférence est vraiment à l'eau. Vous installez votre tissu dans votre cerceau ou dans un métier semblable à celui-ci. Ça n'a pas d'importance. Vous faites selon vos goûts à vous. Et puis d'avoir le matériel nécessaire, c'est-à-dire votre fil, vos aiguilles, pour être prête à broder. Je vais vous montrer tout d'abord avec On utilise souvent un enfil aiguille, entre autres. Peu importe la sorte d'enfil aiguille, pour enfiler notre aiguille. Je pense que attendez un petit peu, je vais me rapprocher pour que vous voyez bien ce que je fais. Hop là. OK, je pense que ça va être bon. OK. Fait que je vais enfiler mon aiguille. C'est-à-dire, je vais mettre l'enfileur dans le chat de l'aiguille. J'insère mon fil à l'intérieur de l'enfileur. Et mon fil, je le tiens dans le même sens que l'aiguille. Si vous le tenez dans l'autre sens, c'est plus difficile à rentrer le fil et c'est là qu'on casse nos enfileurs. Si vous le tenez dans le même sens,
qui est logique parce que la craque, si je peux dire ça, ou le trou du chat est dans le sens vertical et non à l'horizontale. C'est une broderie qui utilise des nœuds. Au lieu d'être fini sur le rebord, on fait des nœuds. Qu'est-ce qui est très populaire pour cette broderie-là, puisque c'est un fil qui est très, mais très glissant? On fait un nœud qui appelle en anglais quilter knot. C'est-à-dire, c'est un nœud qu'on va prendre de cette façon-là. On prend notre doigt, on met le fil sous l'aiguille, on tourne une couple de fois, peut-être même 3 si ça vous rassure. Vous pincez tout ça et votre fil en étant enfilé, vous poussez votre aiguille à travers ce twist de fil-là. Quand vous êtes rendu au bout, vous avez votre nœud qui est fait et il est solide. Pour moi, je vais utiliser pour ma démonstration de broderie un fil iris, c'est-à-dire que c'est celui qui c'est pas le plus petit, c'est le deuxième des plus petits. Le Lola, je vous conseille, c'est le fil qui twist le plus dans toute la gang. Il est conseillé de voir sur quel côté que le fil à l'extrémité se défait le plus, c'est-à-dire qu'il va se dédoubler le plus, et le côté qui se dédouble le plus, c'est le côté qu'on fait le nœud. Le premier point, j'ai plusieurs points à vous montrer de broderie, qui est pas loin de 18 points de broderie, fait que je vais essayer de faire le plus rapidement possible pour ne pas avoir une vidéo trop longue. Fait que le premier point qu'on va faire, c'est le point de tige, qui est très utilisé. Fait que mon nœud est fait au bout de mon fil. J'emmène la première piquée au bord. Je fais un point complet et je repique à la demi de ce point-là, c'est-à-dire ici. C'est-à-dire mon fil est sorti ici, je repique à la demi de ce point-là pour commencer. C'est le seul temps qu'on fait ça, c'est comme ça. Je tire sur mon fil. Je ramène mon fil vers le bas et ensuite un demi-point, c'est-à-dire la demi qu'on a là ici, c'est le demi-point qu'on a fait, qu'on va repiquer au bout de l'autre tout simplement et on continue comme ça jusqu'à la fin. Demi-point, je pique au bout et je garde toujours une belle tension sur mon fil sans exagérer de la façon que je tire non plus. Et là, je vais entendre des commentaires du style « faut mettre la loupe en haut au lieu de la mettre en bas ». Faut pas piquer au bout de notre fil. C'est-à-dire, si je pique ici, je pourrais tout simplement piquer au milieu. Je pourrais piquer à côté ou l'autre côté. Vous savez, mesdames, il n'y a pas de différence. La seule différence que vous allez avoir, ça va donner le même point. La seule différence que ça va avoir, c'est que soit votre point soit plus large ou soit qu'il va être plus long. C'est tout. Tout simplement. Et quand vous regardez l'effet du fil, peut-être que ça ne se voit pas beaucoup de loin, mais quand vous ferez le point, vous regarderez, ça fait un genre de petite torsade. Puis si vous regardez vers l'arrière de ce point-là, ça fait un point arrière. Parce qu'on pique d'un bout à l'autre, d'un côté à l'autre. Je ne me rendrai pas au bout de la ligne parce que ça me demande beaucoup trop de temps de vidéo. Fait que je vais arrêter mon point. J'ai le choix d'arrêter dans le même trou ou plus loin, dépendamment de ce que ma ligne finit. Et c'est la seule fois que je vais vous montrer l'envers pour vous montrer comment est-ce qu'on finit. Dans ce cas ici, dans toute broderie, normalement, on va passer à travers nos fils ici 3-4 fois, gros maximum. Sauf que pour cette broderie-là, à cause que le fil est très glissant, vous allez passer au travers, mais vous allez aussi passer à travers la loupe pour faire un nœud. Et croyez-moi, il faut que vous faites un nœud solide. Puis si vous pensez qu'il va glisser, refaites un deuxième nœud. Il n'y a pas de souci à faire des nœuds dans cette broderie. Et là, bien, vous coupez votre fil et vous poursuivez sur l'autre point ensuite.
Je vais, pour les besoins de la cause, je suis obligée de tourner mes choses pour pouvoir poursuivre. L'autre point, c'est le point de couchure. C'est-à-dire que je vais coucher mon fil. Encore une fois, il faut que je fasse mon nœud au bout de mon fil, comme de raison. Et je reprends. Je pince mon bout de fil sur mon aiguille. Je tourne 2 fois dans mon cas. Je passe mon aiguille au travers et j'ai mon nœud au bout du fil. Pour le point de couchure, ce qui est important dans le point de couchure, surtout ici, dans ce cas ici, je pique dans un côté et je vais repiquer l'autre côté. Mais je garde une certaine... Je garde pas un fil très tendu. C'est dans ce sens-là que je veux le dire. C'est-à-dire qu'il faut que je suive les courbes. Fait que si je veux suivre les courbes, j'ai un fil tendu, ça ira pas bien. Fait que je laisse un petit peu de lousse, si je peux dire ça comme ça, et je viens piquer mon fil tout le long de ma courbe. Un petit point de chaque côté et je m'assure que mon petit point soit dans... Comment je pourrais... Je m'assure que ça fasse un plus, si je peux dire ça de même. Parce que si vous piquez à la diagonale, ici, ça va vous donner une coche dans votre fil. Il ne fera pas un beau rond comme celui-ci en haut. Fait qu'il faut vraiment que vous piquez vraiment à côté de l'autre l'autre fil qui est sorti. Et voilà, je viens de me désenfiler. Ça va m'arriver souvent. Parce que, comme je dis, c'est un fil qui glisse. Puis en glissant, ben, il glisse aussi dans l'aiguille. Je vais attacher mon premier fil tout le long de ma courbe, comme ça, de cette façon-ci. Quand je vais arriver ici, j'en ai un. Je vais pas aller broder, attacher mon fil tout le long. J'ai une petite tension dans mon four. Je vais pas aller attacher tout le long. Je vais en profiter pour, quand je suis rendue ici, pour éviter justement la perte. Je vais faire exactement la même chose. Je me suis encore désenfilé. Mon fil est court aussi, fait que c'est normal que je me désenfile. Et je vais poursuivre comme ça. Je vais attacher pour éviter qu'on ait derrière je vais tourner ma pièce tantôt pour vous montrer, pour éviter la perte de traces. Comment je pourrais dire ça? J'essaie de trouver mes mots puis je bafouille. J'aurai pas de fil qui va traverser d'un côté à l'autre. Parce que si on a un fil foncé, entre autres, il faut faire attention à ça. Parce que ça va se voir sur notre... à travers le tissu, lors de la finition de la pièce. Fait qu'il faut faire attention à ça. Et je poursuis comme ça tout le long de ma courbe en fixant mon fil et mon point de couchure est fini, est terminé. Vous voyez, le même résultat que l'autre. Je vais juste piquer mon aiguille là, tourner ma pièce, vous montrer à l'envers. Regardez, c'est tout fini. Et encore comme tantôt, je fais que passer mon fil à travers ici. Je vais faire un nœud. Je vais faire un deuxième nœud. Et voilà. Et je coupe mon fil. Ceci est le point de couchure. Je vais avancer pour le prochain point. Oups, là est mon aiguille. On voit toujours bien, oui. Mon point de nœud. Là, j'ai un grand fil de 1 mètre.
tantôt, j'avais une petite balance et c'est ça que j'ai pris. C'est pour ça que je me désenfilais tout le temps. Je vais faire mon nœud au bout de mon fil. Quand on prend l'habitude, ça va vite. Et le point de nœud. Dans ce cas ici, mon point de nœud, j'ai un tour. Ici, j'ai 2 tours et j'ai 3 tours. La différence qui est faite, parce que peut-être pas visuellement visible à la caméra, c'est que le nœud est juste plus petit ou plus gros, dépendamment du nombre de tours. Fait que vous piquez en dessous du tissu, votre nœud va retenir. Avec votre aiguille, vous allez faire un tour et vous allez repiquer juste à côté de ce petit point de sortie. Vous allez emmener votre fil, vous vous assurez qu'il n'y a pas de lousse dedans votre fil et vous piquez, tout simplement. Je vais essayer de reprendre le deuxième. Ça, c'était juste avec un tour simplement. 1, 2, je repique juste un petit peu à côté. Je garde toujours une belle tension. J'essaie d'équilibrer et voilà. Et je vais faire l'autre avec 3 fils. Encore une fois, 1, 2, 3 cette fois. Je pique juste à côté. Je garde une belle tension sur mon fil avec mon pouce. J'emmène le tout et je m'assure que la tension est égale. Et ça me fait 3 beaux petits nœuds. En bas ici, puisqu'on le voit, je vais en profiter, le point de pistil. Ça veut dire que c'est un point de nœud qui est allongé avec le fil, tout simplement. Ce qui fait un point de pistil, c'est le pistil d'une fleur. Vous piquez dans le bas de votre point. Vous faites 1 ou 2 tours, dépendamment de ce que vous voulez. Moi, je vais avoir 2 tours, fait que j'ai fait 2 tours. Je vais piquer exactement là où je veux que mon nœud se retrouve. Je garde ma tension. Je tire sur mon fil, tout en m'assurant que mon nœud n'est pas... Il n'y a pas de problème. Et voilà, un premier pistil de fait. Pour en faire 3, je recommence dans le bas. Je fais 2 tours. Je pique là où je veux que mon nœud soit. Je garde la tension et je tire sur tout ça tout en faisant attention pour que le nœud soit pas de fil lousse dedans. Et voilà pour le troisième. Et voilà. Ça, c'est le nœud de pistil. Je vais continuer avec l'autre. Le prochain point, c'est le nœud de point de bouclette, c'est-à-dire lazy daisy en anglais. Et prenez note des mots anglais qui sont écrits juste à côté en général. Dans le document, les mots anglais ils sont là. À cause des livres justement qu'on retrouve, ils sont des livres qui sont tous en anglais, malheureusement, les points sont tous en anglais. On peut s'aider avec des sites web pour pouvoir trouver la traduction française, ça c'est pas un problème. Mais je vous les ai toutes traduits dans le livre en général. Là. Le point de bouclette, qui est Lazy Daisy, moi je l'appelle souvent ma chaînette détachée. On sort votre fil, vous sortez votre fil ici. Vous allez faire une petite loupe vers le haut. Vous allez repiquer dans le même trou ou juste à côté, un fil à côté. Normalement, c'est dans le même trou. Et vous allez piquer pour la longueur que vous voulez avoir votre bouclette.
qui fait une belle petite pétale de marguerite. Vous piquez, vous tirez dessus jusqu'à temps que vous aimez l'apparence et vous repiquez. Si on voit bien ici, mon fil est à l'intérieur de ma bouclette. Vous repiquez à l'extérieur de la bouclette. Ce qui fait que votre bouclette est attachée. Je reprends. Je sors mon aiguiller. Je fais une petite loupe vers le haut. Je repique dans la même sortie de fil. Je fais la longueur désirée, qui se trouve être à l'intérieur. Mon aiguille est à l'intérieur du fil. Je tire. Et je repique au-dessus de cette bouclette. Là, je vais prendre un petit peu d'avance sur le point de poste tantôt. Je ne m'acharnerai pas plus qu'il faut, mais c'est juste pour vous montrer que c'est possible aussi de faire une bouclette avec un point de poste. C'est-à-dire, la bouclette, c'est exactement ce qu'on vient de faire. Vous allez tourner, placer votre fil vers le haut. Vous allez placer votre aiguille à l'intérieur. Mais cette fois-ci, pour faire le point de poste qui est juste ici en haut, vous allez placer votre aiguille, c'est-à-dire pas votre aiguille, mais votre fil sur le côté droit, l'inverse pour les gaucheurs assurément, et vous allez tourner dans le sens, non, pas l'inverse, désolé, mais ce ne sera pas l'inverse, à cause du fil, oh là je viens de me faire prendre à moi-même. À cause du fil, la torsion du fil, il y a dans les références que je vous ai données, je vous explique pourquoi. La torsion du fil est en sens inverse des autres fils de coton perlé, entre autres. Donc, il faut absolument placer notre fil du côté droit pour tourner autour de l'aiguille dans le même sens que les aiguilles d'une montre. Fait que, dans ce cas ici, je veux une bouclette, c'est-à-dire un point de poste d'à peu près, pour faire comme l'autre, 5. Fait que j'ai tourné une fois, je tourne 2 fois, je tourne 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et je ne tire pas sur mon fil. Je ne fais pas trop de tension dessus. Si je fais trop de tension, oubliez ça, votre aiguille ne passera pas. Et vous tirez dessus. Et vous attachez tout simplement dans le haut de ce point de poste-là qui va vous donner une bouclette avec un point de poste dans le haut. Je reprends. Je fais ma petite loupe vers le haut. Je pique dans le même trou. Une belle dimension. Je place mon fil à droite. Je tourne 1, 2, 3, 4, 5. J'aurais pu avoir moins de tours puis plus de tours. Ça dépend de la longueur que vous voulez avoir. Ça, c'est votre... Vous pincez votre fil. Vous tirez. Et vous terminez dans le haut de tout ça. Tout simplement. Et voilà, vous avez 2 points de bouclette avec le point de poste. Je continue à tourner mon métier. Ici, vous allez voir, désolé pour le petit bleu qui est autour, j'ai dû le laver à cause d'une erreur de mot. Mais c'est pas grave, ça va tout partir au lavage. J'ai fait des points de feuille différents de ce que je vais vous montrer tantôt. C'est-à-dire, il y a un point de feuille ici qui est fait avec le point feston. Le point de feston, on le voit, vous allez le voir aussi tantôt. Le point de poste et le point de... j'ai marqué satin, mais c'est du passé plat en français avec le point de poste. C'est-à-dire que j'ai fait du passé plat des deux côtés et j'ai fini avec un point de poste au centre. Fait que c'est différentes feuilles, un peu différentes formes. Je ne vous les montre pas parce que le point feston, on va le voir. Le point de poste, on va le voir. Et le point de passé plat, vous allez le voir aussi. Donc, il s'agit juste de faire les feuilles en conséquence de ça. Fait que je coupe. Excusez-moi, je vais couper mon fil pour pouvoir continuer sur l'autre côté. Assurément, ça me demande beaucoup de déplacement avec la caméra. Un peu la raison pourquoi vous ne m'avez pas vu tantôt. Là. Fait que je vais placer tout ça ici. Je reviens à 0 pour faire les autres points de l'autre côté.
Je vais replacer ma caméra pour que vous puissiez voir l'autre, celui-là ici. J'espère juste que ça va bien se voir. Je pense que oui. Et voilà. C'est celui-là ici. Je vais peut-être me rapprocher un petit peu. OK. Le prochain point, on va faire le point de feuille ici. C'est le point de feuille. Le point de feuille, il est montré dans justement le feuillet de 10 pages là, que je vais remettre aux dames. Le côté pratique, qu'est-ce qu'on pratique, le point de feuille est démontré. Avec le point de feuille qui donne ici, celui-là ici, il se part dans une petite ligne au milieu. Ce qui fait le milieu, ça se trouve être l'enlignement que vous voulez donner d'un bout à l'autre ici. Il pourrait être plus courbe, il pourrait être plus large. Ça, on peut jouer beaucoup avec ça. Fait que vous piquez ici, dans le haut, à peu près centré. Et ensuite, les prochains points vont être un croisement. C'est-à-dire que vous allez piquer un peu plus bas que votre point de départ est ici. Vous allez piquer une petite affaire plus bas, mais à côté. Le côté droit, dans le bas, et vous repiquez dans le haut, mais du côté gauche. Fait qu'il y a toujours un petit X qui se forme. On fait la même chose sur l'autre côté, à la même hauteur, du côté gauche, cette fois-ci, et vous en allez dans le haut du côté droit. On continue comme ça jusqu'à la fin de la feuille. Piquez un petit peu plus bas côté droit. Vous repiquez côté gauche. Un petit peu plus bas côté gauche. Et vous repiquez côté droit. Je vais en faire un dernier. Ça ne me donne rien de poursuivre. C'est toujours la même chose jusqu'à la fin. Et si toutefois la fin de la feuille est plus large que ce que vous avez fait et il a besoin d'être comblé, puis vous finissez par combler avec un passé-plat tout simplement pour ne pas excéder justement cette croix-là. Fait que vous continuez, poursuivez de la même façon jusqu'à l'extrémité. Je ne sais pas si c'est clair, si c'est bien montré, si ça vous va. J'ai l'impression que je suis loin avec la caméra. C'est pas évident à filmer, là. Surtout quand on est tout seul, qu'on fait ça tout seul. C'est comme ça qu'on poursuit. Ensuite de ça, je vais aller à l'autre feuille. Qui est le passé-plat. Le passé-plat, lui, peut partir du haut de la feuille, s'en aller au centre, et toujours à partir du haut de la feuille, vous poursuivez sous le centre, puis on fait ça de chaque côté. Il n'y a pas de croisement qui se fait, c'est juste le fil est placé sous l'un, sous l'autre, de chaque côté de la ligne du centre jusqu'en bas. Puis ça, peu importe la forme dans le passé-plat, que ça soit en carré, en rond, en ovale, c'est toujours le même processus. On commence au centre, on essaie d'être le plus droit possible et on poursuit de cette façon-là. La feuille que je vous ai montrée tantôt avec le passé-plat de cette façon-là, c'est exactement le même point que j'ai exécuté. La seule chose, c'est que j'ai fait un point de poste dans la nervure ici. Je ne poursuivrai pas avec ce point-là.
Fait que je vais couper mon fil, puis me sortir un autre fil parce que je suis pas mal rendue au bout. Et je vais passer à l'autre point de feuille, qui est la mouche, fly stitch en anglais. Je vais me prendre d'autres fils. Excusez mes bras. Oups, là, c'est petit ça. On va faire avec. J'enfile mon aiguille parce que j'ai changé de fil. Le fly stitch, c'est un point. Encore une fois, on va se faire un point droit. C'est un point. Oups, là, vous voyez, je n'ai pas fait mon nœud, ça a passé tout droit. Vous voyez ce que je disais tantôt, vous voyez le fil, il se dédouble ce côté ici, là. Ça veut dire que c'est le bon côté de faire son nœud. Ça évite que le fil twist continuellement. Je disais que le point de mouche ressemble beaucoup au point de bouclette, si on veut, le point de chaînette. C'est un point, on va procéder de la même façon, sauf qu'il est ouvert au lieu d'être collé l'un sur l'autre. Fait que le premier point, bien, il est droit, c'est une ligne droite. Le deuxième, on va aller juste à côté de celui-là, soit un côté ou l'autre, ça n'a pas d'importance. On fait un genre de petite loupe, comme la bouclette, et on repique l'autre côté à peu près au même niveau, au même enlignement, si je peux dire ça de même. On repique en bout de cette dernière. On vient placer notre fil un à côté de l'autre et on ferme comme la bouclette, on ferme à l'extérieur. Oh, j'ai passé dans un fil quelconque. Et voilà. Je vais reprendre ici parce que j'ai fait une petite bêtise. Je reprends mon point. Et voilà. Et voilà, je reprends. Fait que comme je disais, j'ai fait un point droit, tout simplement. J'ai piqué à côté, je repique sur l'autre côté. Je viens repiquer au bout de mon fil. Et je fais ma petite loupe. Je ferme cette petite loupe-là. Et je recommence la même chose en descendant un petit peu à côté de l'autre. Et je viens piquer au bout de celui-là. Je ferme mon fil. Là, je travaille avec un aiguille qui traverse au complet. Je pourrais travailler au-dessus, en dessous, c'est-à-dire que j'emmène ici, je pique l'autre côté au même niveau, je traverse complètement, mais avant de tirer trop loin mon fil, je viens piquer au bout de fil et je passe ici, je ferme. Je recommence une autre fois. Je pique d'un côté. Je pique l'autre côté. Je suis au bout. Et je ferme. Et je continue comme ça jusqu'à l'extrémité. C'est le point de mouche, qui est un point qui est complètement ouvert, qui ressemble à chaînette, mais qui est complètement ouvert. Je vais continuer. Oh, là, mon aiguille. Faut pas que mon aiguille reste là. Hein? Le point de pistil en relief. Tantôt, on a fait un point de pistil avec un nœud, avec un tiret. Mais celui-là, ici, le point de pistil en relief, c'est un point qui
je ne sais pas si vous voyez ce que je fais là, qui est vraiment surélevé, c'est-à-dire qu'il y a juste une sortie ici, il est vraiment surélevé. C'est le point de relief. Je vais n'en faire qu'un seul de ceux-là, juste pour vous montrer comment qu'on procède, parce que les autres, vous pouvez les faire avec le même point que je vais vous montrer tantôt, qu'on utilise pour faire le point de festonné, entre autres. Je vais me déplacer 2 secondes, juste pour aller chercher ma petite balle que j'ai oubliée. Je reviens. Désolée. C'est une petite balle de boule feutrée. Vous allez voir pourquoi que je fais ça tantôt. Là, ici, je vais faire le cast-on qu'on appelle, c'est le point festonné, mais le simple. Je désenfile mon aiguille. J'ai fait la sortie, je désenfile mon aiguille, je repique dans le même trou presque. Puis pourquoi ça? C'est parce que je pique mon aiguille dedans ma petite boule, juste pour ne pas me blesser, entre autres. Et là, je vais faire le cast-on. Le cast-on, c'est le principe de le même processus qu'on fait avec la frivolité à l'aiguille. C'est-à-dire qu'on va enrouler le fil sur notre doigt, on va descendre. Là, je le fais rapidement parce que je vais vous l'expliquer comme il faut tantôt. Je vais descendre ça pour la longueur que je veux avoir de pistil. Quand ma longueur est bonne, ça me satisfait. Je réenfile mon fil dans mon chat d'aiguille. Je retire ma petite balle de feutre. Et en soutenant le travail que je viens de faire, je vais passer mon aiguiller dans tout ça, tout en tirant. Excusez mes mains, mais ça prend les 2 mains pour le faire. Ce qui fait que, un coup fini, on voit bien qu'il est complètement détaché et il est en hauteur, c'est-à-dire il est à la verticale et non couché sur le tissu à l'horizontale. C'est un point de pistil à relief, c'est celui-ci. Comme je vous ai dit, c'est le point de pistil le point de pistil en relief, on le fait avec le point simple, qui est le cast-on. On fait avec le point double. Double, ça veut dire que j'ai 2 fils, parce qu'on va travailler le même principe que la frivolité à l'aiguille de chaque côté. Je vais vous le réexpliquer tantôt. Et le up and down, c'est-à-dire qu'on fait à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers. Encore une fois, sa référence. Beaucoup de la référence est de la frivolité à l'aiguille. Je vais me prendre un autre bout de fil pour celui-là. Je vais enfiler mon aiguille. Maintenant, on va faire le point de feston. Le point de feston, comme si je vous souvenais bien tantôt, là, que je vous ai dit que je l'ai utilisé pour faire une feuille. Je vais vous montrer ça, ça ne sera pas long. Qui se trouve être celle-ci ici. Ça fait des jolies feuilles. Franchement, là, moi, j'aime bien ça. Et voilà, mon nœud est fait. Le point de feston se débute dans le... Si vous faites votre ligne droite dans le haut, va se commencer dans le haut. Si vous faites votre ligne droite dans le bas, va commencer dans le bas. Le premier point... Oh, là, je vais défaire le twist qui est dans mon fil, ça va être désagréable. Et voilà. Le premier point qu'on va traverser, on va piquer en bas. Là, j'étais en nounoune comme je suis, mais je ne sais pas si vous avez vu ce que j'ai fait. J'étais au-dessus puis j'ai piqué en dessous. Bon, ça m'arrive des fois. C'est pas plus grave que ça. La nervosité, j'imagine, de la vidéo. C'est dans le domaine du possible. On recommence. Je suis en haut et je vais tout simplement piquer dans le bas ici, comme je disais. Et je repique en haut mes côtés gauche du fil pour le premier.
Et voilà. Et ensuite de ça, vous allez tenir votre fil vers le haut ou vers le bas, dépendamment de où ce que vous avez votre... Dépendamment si votre ligne est en bas ou en haut, c'est ça qui va faire la différence. Vous tenez votre fil vers le haut, vous prenez une petite distance ou pas de distance du tout, c'est vous qui faites le point de feston et vous l'emmenez à côté, ce qui bloque le fil. L'important dans le point de feston, c'est de garder la même régularité d'espace, entre autres, et vous suivez vos deux lignes pour avoir la même hauteur, tout simplement. Si ça vous aide de vous faire des petits points avec une règle pour être sûr d'avoir la bonne mesure, bien faites-les vos petits points, c'est pas plus grave que ça. C'est juste qu'avec le temps, votre œil va s'habituer et vous allez développer tout simplement l'habitude de le faire. Ce point-là, il se finit comme un peu la chaînette, il se finit à l'extérieur. Tout simplement. Et si vous avez à reprendre parce que vous avez juste été en bout de fil, tout simplement, vous allez, comme le point de chaînette, vous allez reprendre à l'intérieur de celui-ci et vous allez poursuivre votre point comme c'est supposé d'être parce que vous êtes déjà à l'intérieur et votre fil est bloqué de la même façon. Une belle façon pour garder notre régularité aussi, c'est que quand vous commencez ce genre de point où les espaces sont importants pour la largeur, c'est tout simplement de ne pas, un peu comme d'autres projets, c'est tout simplement de ne pas arrêter, se rendre en bout de ligne, pour être sûr que toute notre ligne soit de la même largeur. Parce que notre œil s'habitue à la largeur, on s'habitue au point. À moins que vous ayez fait des petits points continuellement, ça c'est pas un problème. C'est ce qui est pour le point de feston. Fait que j'arrête ça là. Je vais me repositionner pour la dernière bandelette des points. Ça va me prendre 2 petites minutes. Je vais dérouler ceux-ci. Jusqu'au bout. Je vais rouler ça ici, sans perdre mes choses. Excusez le temps que ça me prend pour m'installer. Vous diriez que j'aurais pu prendre un cerceau puis que ça aurait été plus vite. Non, il aurait fallu que j'installe mon tissu. Je déplace mon tissu dans mon cerceau continuellement, d'une manière ou d'une autre. Ce qui fait que j'étais pas plus avantagée d'une façon ou d'une autre. Fait que je vais vous montrer là où on s'en va. On s'en va à celui-ci. Je vais poursuivre avec celui-là ici. Je vais peut-être zoomer encore un petit peu. Voilà. Je vais faire un nœud au bout de mon fil. Je vais changer de côté de fil parce que ça semble vouloir twister pas mal. 1, 2. Et voilà. Là, on rentre dans le vif du sujet des points de brésilienne qu'on retrouve à quantité industrielle, c'est-à-dire les points de poste, bullion en anglais, et les points festonnés, cast-on en anglais. C'est 2 points qu'on retrouve énormément dans la broderie brésilienne pour différentes sortes de fleurs ou de façons de procéder. Toutes les autres que je vous ai montrées avant, c'est vraiment pour la finition, comme si, mettons, vous attachez une fleur sur la tige, vous faites un point de tige, et ainsi de suite. Fait que le point de bullion, c'est-à-dire le point de poste, vous allez sortir en haut ou en bas, ça n'a vraiment pas d'importance. L'important, puis il peut être autant couché qu'il peut être en hauteur qu'en largeur, ça n'a aucune espèce d'importance, ça dépend de la forme, mais le principe reste toujours le même. Fait que vous allez sortir votre fil au bout,
Vous allez piquer la longueur que vous avez choisi de faire. Vous allez ressortir l'aiguille juste en dessous de votre fil qui est sorti en premier. Vous laissez votre aiguille dans le tissu. Vous emmenez votre fil à droite à l'aide de votre doigt et vous tournez le nombre de tours que vous avez besoin pour remplir l'espace ici. C'est-à-dire que j'ai environ un demi-pouce. Je cherche les centimètres, comme je ne suis pas bonne en centimètres, désolé pour les pouces. Vous avez environ un demi-pouce sur votre règle, fait que vous tournez le nombre de fois, tout en faisant attention de ne pas trop serrer. Comme là, j'ai 2, je continue à tourner tout le tour de mon aiguille dans le sens d'une aiguille d'une montre. Je descends, j'observe. J'ai pas envie de vous dire de prendre une règle à mesurer. Il pourrait être possible de le sortir et voir si elle a couché. Mais à l'œil, on peut le dire facilement que ça mesure la même distance que ça. Quand vous avez obtenu la longueur que vous avez besoin, à ce moment-là, vous allez... Désolé pour mes doigts, mais c'est un point qui est souvent caché. On a beaucoup de difficultés à le montrer à cause de ça. Fait que vous allez pincer ce twist de fil-là que vous avez fait autour de l'aiguille. Vous voyez, j'ai serré un peu trop, j'ai eu de la misère un petit peu à sortir mon aiguiller. Il ne faut vraiment pas trop serrer. Et vous allez amener votre fil à l'extrémité. Vous allez ramener tout ça vers le bas. Moi, je joue un peu avec pour garder la même tension de loupe, si on veut, dans mon fil. Et vous allez tout simplement repiquer dans le même trou que le fil a sorti tantôt. Et ça vous donne un joli point de poste. Je recommence dans l'autre sens ici. Je vais le faire à l'horizontale cette fois-ci. Je prends une longueur que je veux avoir. Je vais le faire plus court parce que cette fois-ci, je vais le faire en courbe. C'est-à-dire, je vais mettre plus de tours sur mon aiguille juste pour pouvoir avoir une courbe dedans. Qui va faire la même chose, le festonner, on passe de la même façon. Fait que je l'ai fait coucher, j'emmène mon fil sur le côté droit, je tourne le nombre de fois que je veux avoir la longueur de mon fil courbé, sans trop serrer comme je vous ai dit tantôt. Là, je risque d'en avoir beaucoup parce que plus que je vais en mettre, plus ma courbe va être prononcée. Vous voyez ici, là, si je mets mon doigt au bout ici, j'ai que cette distance-là qui équivaut à peu près 1/4 de pouce pour environ 3/4 de pouce. Ça veut dire que je vais avoir une belle courbe ici. Un coup, j'ai décidé que ça me plaisait. Encore une fois, je passe mon aiguille dans toutes ces petites tours-là. Excusez encore mes doigts, mais je suis dans l'obligation de tenir tout ça. Comme je vous ai dit, si les petits loops ne vous conviennent pas, mais placez-le avec votre aiguille avant de les fixer. Vous tirez dessus, tout en y donnant cette courbe, et vous repiquez au même endroit que vous avez sorti votre fil tantôt. Et voilà. Vous avez un beau point avec une courbe ici. Pour mieux la voir, je vais la fixer. Pour la fixer, vous avez tout simplement sorti un petit fil dans le bas. Puis repiquer au-dessus, tout simplement. Et voilà. Ce qui fait une courbe dans votre point de poste. La même chose va se faire pour le point festonné ici. Plus que vous allez mettre de fil sur votre aiguiller, plus vous allez donner une courbe. Fait que c'est toujours le même principe, c'est toujours la même façon qu'on procède, c'est toujours comme ça que vous allez voir. Le point de bilion, c'est ça. Ensuite de ça, si je m'en vais au point festonné maintenant.
C'est-à-dire, festonner, ça veut dire qu'il y a un petit nœud. Point de million, c'est juste des fils qui tournent autour de notre aiguille. Ici, on a un petit nœud qu'on fait, un genre de petit nœud qu'on fait sur notre aiguille. Fait que vous allez faire le même principe que tantôt. Il ne faut pas m'accrocher ici parce que je me suis tassée pour pouvoir broder. Je vais tasser ça. Je sors mon aiguille avec mon fil. Je pique dans le bas de ma ligne ici. Je ressors en dessous de mon fil et, encore une fois, j'emmène mon fil sur le côté gauche, c'est-à-dire côté droit. Je ne suis pas obligée, excusez, je suis pas obligée de l'emmener sur le côté droit. Et là, je vais faire le principe de la frivolité, encore une fois, avec mon doigt. C'est-à-dire que je vais tourner sur mon doigt une loupe. Je reprends. Je prends mon doigt. Tous ces motifs-là, de ce que je fais à l'heure actuelle, dans un des, justement, le cahier concours où ce que j'ai montré la frivolité, je vous place la photo où je vous donne l'information comment faire la frivolité à l'aiguille. Fait que c'est comme ça. Vous continuez, mais vous le faites juste dans un sens. On fait pas le doigt plié, on fait juste le doigt dans un sens, parce que si on fait le doigt plié, on va faire du up and down, c'est-à-dire endroit envers. Fait qu'on fait juste dans un sens jusqu'au bout. De la longueur qu'on veut avoir, c'est-à-dire l'espace qui est ici, l'espace qui est là, est-ce que c'est la même, c'est ça que je veux? Oui, c'est correct. C'est là que j'emmène mon fil à ce côté endroit. Pour continuer, et encore une fois, je pince mes fils qui ont été placés sur mon aiguille. Là, j'ai un petit nœud dans mon fil ici, pour faire exprès. Et voilà. Quand je vous dis que le fil twist, là, on le voit bien, là. Et voilà. Et un coup que ça c'est fait, la même chose, vous pouvez placer vos petits nœuds. Et voilà. Je place le tout et je repique au même endroit. Et voilà. Ce qui fait que ça vous donne un point de festonné. Je vais maintenant aller au suivant. Parce que ce point festonné, vous allez retrouver le point festonné qui est double. Vous allez retrouver le point festonné qui est up and down, qui appelle l'endroit envers. Je vais mettre un petit peu de tension. Celui qui est double, là, je vais faire un nœud au bout de mon fil ici. J'ai besoin de 2 fils pour le faire double. Je vais faire un nœud au bout de ce fil-là. Voilà. Bon, j'étais pas correct dans mon affaire. Là. Je reprends ça. Excusez. Je vais couper ça parce que je me suis fait le nœud en voulant passer le fil, mais je ne peux pas passer le fil. Fait que je vais juste faire un petit nœud simple au bout. Simplement. Commencez par l'enfiler. Je vais faire juste un petit nœud simple au bout de mon fil. Pourquoi je fais ça? Parce que je veux tout simplement avoir 2 fils. Et voilà. Ici, je vais piquer mon aiguille, comme je vous ai dit tantôt. Et là, je vais tout simplement diviser mes fils, un de chaque côté.
Je vais prendre ça parce que j'ai tout twisté mon fil ici, là. C'est sûr que ça aurait été plus simple si j'aurais tout simplement pris 2 fils, là, mais bon, j'ai pas. Ça a l'air que j'aime ça avoir de la misère un petit peu. Bon, c'est pas plus grave que ça. Et voilà. Les fils me donnent de la misère. Et voilà. Je vais le couper. Je vais tout simplement le couper. Ça va aller mieux, je pense, que de m'acharner comme ça. On aime ça qu'on aime ça. On recommence. C'est pas plus grave que ça. J'ai bien twisté mon fil, comme vous pouvez voir. Une aiguille qui tombe à terre, ça va bien mon affaire. On va le ramasser tantôt, j'ai un autre aiguille. Cette fois-ci, je vais faire 2 nœuds à l'extrémité, c'est-à-dire je vais reprendre. Et là, je vais piquer. C'est donc bien compliqué celui-là, mais c'est moi que c'est compliqué la vie, c'est pas le point en tant que tel qui est compliqué. Il faut absolument avoir 2 fils, c'est ça qui est l'important, il faut absolument avoir 2 fils. C'est-à-dire que vous allez diviser vos 2 fils, vous allez les placer, c'est ça que j'aurais dû faire tantôt, ce que j'avais pas fait. OK. Fait que, je vais recommencer ici, je suis encore twisté. Et voilà. Faut juste pas être twisté, c'est juste ça. Fait que je fais le même principe que tantôt, la même chose. Je pique mon aiguille côté, chacun des côtés. Et cette fois-ci, je vais faire le caston double, c'est-à-dire encore juste d'un côté ici et sur l'autre côté ici. C'est sûr qu'il y a une main moins habile que l'autre, assurément. Puis comme notre aiguille est pointue, c'est loin d'être agréable. Ce côté ici, ce côté ici. On appelle ça le double cast-on en anglais, double cast-on. Et en français, c'est point festonné double. Je ne ferai pas nécessairement la même longueur que l'autre pour ne pas perdre trop de temps, vu que j'ai perdu un petit peu de temps juste avec le début. Fait qu'on continue de la même principe que l'autre cast-on, de chaque côté avec 2 fils. Je vais m'arrêter là. J'ai pas besoin, puis mon fil est court un peu. Et un coup que j'ai eu fini de faire ça, tout simplement, vous laissez vos fils égales, ici, et vous retenez le tout, vous passez vos 2 fils dedans et vous le ramenez vers le bas. Tout simplement. Ce qui fait que vos petits nœuds se retrouvent un de chaque côté de l'autre, tout le temps. OK? Je vais couper ça pour récupérer mon aiguille. Désolée.
Celui-ci, c'est le up and down qu'on appelle. Je vais me prendre un autre aiguiller de fil. Quand je dis up and down, je parle de endroit-envers. C'est là qu'on va vraiment faire le point de la frivolité à l'aiguille, c'est-à-dire le doigt qui est droit et le doigt qui plie. J'ai fait mon nœud au bout de mon fil. Encore une fois, on s'assure de ne pas avoir de fil qui twist. Je pique mon aiguille de la même façon encore une fois. Et cette fois-ci, on procède de la façon que la frivolité, c'est-à-dire à l'endroit, à l'endroit, à l'envers, en pliant le doigt, à l'endroit, à l'envers, endroit, envers, endroit, envers, endroit, envers, endroit, envers, et encore une fois pour la longueur que j'ai besoin de recouvrir de ma ligne. Oups, j'ai dédoublé mon fil. Et voilà. Pour moi, ça c'est bon. Fait qu'encore une fois, je pince le tout. Je passe mon fil à l'intérieur. J'emmène mon fil en bas et je repique dans le même trou. Je pense que j'ai piqué dans ma loupe. Oui. Et voilà. Ce qui fait que ici, ça va donner la même impression que le premier point de feston, si on veut. Les nœuds se retrouvent juste dans un côté, sauf qu'ils sont doubles. C'est-à-dire, il y a un point, à cause qu'on les a fait, un point à l'envers et un point à l'endroit, ça veut dire que la loupe est complètement différente. Le dessin est complètement différent de votre point. C'est ça la différence. Et c'est un fil que quand on fait le pistil à relief, entre autres, celui-ci va être très droit. Tandis que le double, il va rester droit, mais juste celui qu'on fait dans un sens, c'est-à-dire le simple, il va twister naturellement. Je poursuis avec les points. J'espère que tout ça a été clair. Jusque-là. Je sais que j'ai peut-être un peu de distance dans mes points, mais c'est pas, comme je dis, c'est pas nécessairement évident à faire non plus. Hein. En vidéo, là. Pour ce qui est du point, en anglais on dit loose cast on, c'est-à-dire point festonné lâche, si je peux dire ça de même. La différence avec les autres, comme vous avez vu tantôt, voyez-vous, comment est-ce qu'il y a du loose dedans ce point-là. C'est des traits points. Il faut les faire pour le voir vraiment. Là. Fait que, ce qui fait que on procède de la même façon. Mon tissu est lousse. Je vais reprendre, je vais serrer mon tissu un petit peu. OK. Fait qu'on procède de la même façon que toutes les autres. Voilà, un autre aiguille à terre. Ça va bien mon affaire, une change de visage. On finit par là-bas. Et voilà. Puis pour le faire lustre, on va procéder de la même façon que toutes les... je vais lâcher un peu de lousse dans mon fil parce que mon fil est tout twisté. Désolée. On va procéder de la même façon que les autres, c'est-à-dire qu'on pique de la même façon. La différence, c'est la deuxième aiguille ou la troisième aiguille. C'est ça la différence. Elle n'est pas enfilée. Il n'y a aucun fil au bout de mon aiguille. Je fais juste la placer à côté de l'autre, à la même distance.
Je pique des trous exactement de la même façon, un à côté de l'autre. J'emmène mes aiguilles un à côté de l'autre de cette façon-là. Je ne sais pas si vous pouvez bien les voir, j'ai 2 aiguilles présentement. Celui-là ici, j'en avais 3 aiguilles, qui a donné encore plus lousse. Celui-là, je vais le faire juste avec 2 aiguilles. Et je fais exactement le même point simple, le point festonné. C'est-à-dire avec juste autour de mon doigt, j'enroule le fil, je le place sur l'aiguille et ainsi de suite pour la longueur que j'ai besoin. Je descends comme ça tout le long. Le point nécessairement va être plus large. À 3 aiguilles, il est encore plus large comme de raison. Il y en a dans les vidéos, si vous regardez sur YouTube les vidéos, ils vont utiliser des pailles ou ils vont utiliser une paille à café qu'on appelle, un petit bâtonnet à café, pour, au lieu de mettre 2 aiguilles ou 3 aiguilles l'une à côté de l'autre. C'est un choix bien personnel. OK, fait que là, vous voyez, j'ai atteint ma longueur. Je peux retirer ma 2e aiguille si je suis capable de la retirer. Il n'y a pas de problème, je ne l'utiliserai plus. Et celui-ci, je fais juste passer l'aiguille enfilée dedans mes points, comme supposé d'être. J'emmène mes fils, je tire dessus, j'emmène tout ça ici, je pique à la même endroit. Et voilà. Fait que celui-ci va être moins lousse que l'autre, moins large, je devrais dire, que l'autre, parce que j'avais 2 aiguilles. Tandis que lui, j'ai 3 aiguilles, fait qu'il est beaucoup plus lâche que celui-ci. Si j'aurais fait juste le caston régulier, c'est-à-dire le point de festonné simple, les nœuds auraient été tout près ici. Fait que c'est ça que c'est le point de festonné lâche, si je peux dire ça de même. Avec le dernier point que je vais vous montrer aujourd'hui, qui va conclure tout ça, ça va être le point de chaînette. Moi, pour le point de chaînette, je vais mettre un petit peu plus de tension sur mon tissu. Le point de chaînette, je le pars à ma droite, au lieu de... La plupart des points, je les ai toujours partis à gauche, m'en aller vers la droite. Du coup, ici, point de chaînette, j'aime bien partir le sens opposé. Le point de chaînette, c'est la même chose que la bouclette qu'on a vue tantôt, sauf qu'il est attaché l'un à la suite de l'autre. Fait que c'est le même principe, on fait notre petite loupe en haut, on repique dans le même trou, on se prend une longueur pour notre petite loupe, on tire sur notre fil et on poursuit comme ça tout le long. La différence avec la bouclette, c'est que la bouclette, on la pique en avant. Celui-ci, on ne repique pas. On repique tout simplement dans le même trou qu'on est sorti. Et on continue de la même longueur de bouclette tout le long en s'assurant qu'on passe notre aiguille dans notre loupe. Il y a un petit fil qui m'agace. OK. Et voilà. Je continue. Et si je le fais, là, je le fais en passant l'aiguille dans le tissu, bord en bord, sans nécessairement le faire. Si je veux passer dedans, je vais faire toujours le même principe, c'est-à-dire je vais faire ma loupe, je vais piquer en dessous, je tire un peu et je vais piquer dans le milieu de ma loupe, je tire sur mon fil. Et je continue comme ça tout le long. Le seul danger en faisant comme ça, c'est la longueur du point. À moins, encore une fois, de vous faire des petits points pour vous donner la longueur que vous voulez avoir. Ça, c'est un choix bien personnel à chacun. Et quand on le fait comme ça, la régularité de la longueur, elle peut être plus difficile à faire que si je pique à travers mon tissu. Je vais tirer un petit peu celle-là. Et voilà. Moi, personnellement, j'aime mieux piquer à travers le tissu pour avoir gardé ma régularité de points. Parce que tous les points que j'ai faits, l'important dans tout ça, c'est de garder votre régularité des points. C'est-à-dire la même largeur, la même hauteur, les mêmes choses.
Ça, c'est pour toutes les pièces de broderie en soie. Je vais m'arrêter ici. Je vais juste enfiler mon aiguille encore une fois, avec mon enfileur. Comme le point de festonné tantôt que je vous ai montré, quand on est rendu en bout de fil, admettons, je pique au-dessus, comme mon point de bouclette, je ferme le tout et quand je reprends avec mon nouveau fil, je reviens tout simplement à l'intérieur de ma bouclette et je continue tout simplement. Et voilà. Fait que sur ce, j'espère que ça vous a plu. J'espère que c'était assez clair pour tout le monde. Encore une fois, c'est pas évident à faire. S'il y a des questions ou quoi que ce soit, demandez à votre responsable régional des arts textiles. Et c'est elle qui devrait être capable d'être en mesure de vous répondre suite aux documents qu'elle a reçus. Fait que je vous dis au revoir, bonne broderie, prenez soin de vous, à la prochaine!